Bon, la matzah, je la pose là, et l'os de mouton, on va essayer comme ça. Mais ça tourne! Salut la compagnie! Alors, vous avez aimé ma dernière vidéo sur la coopération au Paléolithique? Comment ça, je vous ai laissé un peu sur votre faim? Mais vous dites ça parce que vous voyez cet os de mouton et cette galette de pain azim? Quoi? Vous aimeriez en savoir un peu plus sur la nature de cette épiphanie à l'origine de ma découverte? Vous voudriez aussi savoir pourquoi je ne commence plus mes vidéos par mon fameux « Salut les managers des temps modernes » comme je le faisais en 2020, et par mon nouveau « Salut la compagnie ». Décidément, vous avez beaucoup de questions cette veille de Pâques. Allez, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi la symbolique du partage est au cœur de la contractualisation et surtout ce que cela implique pour votre entreprise. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que la bureaucratie, l'inertie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été en mesure de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier les directions opérationnelles. À tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges inter-entreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération et de la contractualisation plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Remontons donc en ces jours d'automne 2021, où je tâchais de comprendre l'origine du mot symbole dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Comme vous le savez maintenant, j'étais remonté jusqu'au symbolon, ce tesson de poterie que les Grecs brisaient en deux pour symboliser un engagement. Et dans le cours de mes recherches, j'étais tombé sur une conférence de Dominique Charpin, le grand assyriologue spécialiste de la période paléo-babylonienne. Ce qui m'avait marqué dans cette conférence, c'est qu'il y a 4000 ans, les premiers traités entre cités de Mésopotamie mentionnaient tous le fait qu'un ânon, un petit âne, devait être tué par l'une des parties en présence de l'autre. Et ça me rappelait l'expression utilisée dans la Bible pour signifier la conclusion d'une alliance, karet, berit en hébreu. Dans cette expression, berit signifie l'alliance, et quant au verbe karet, il signifie à l'origine trancher, du bois par exemple, mais on le retrouve surtout utilisé pour exprimer le retranchement du peuple, c'est-à-dire la peine de mort prononcée par Dieu lui-même. Ce qui m'étonnait, c'est que pour moi, et je suppose pour vous aussi, une alliance est plutôt quelque chose qui relie les deux parties, plutôt que quelque chose qu'on brise, comme le symbolon, qu'on tue, comme l'ânon en Mésopotamie, ou qu'on tranche et retranche, comme les alliances dans la Bible. Comme vous pouvez le constater, ma quête des origines de la contractualisation m'avait emmené bien loin. Et j'avais de plus en plus l'impression de perdre mon temps dans ces recherches sur ces rituels d'alliance et leur origine étymologique en latin, grec, proto-indo-européen, sans même parler de mes lectures bibliques. Et le soir du lundi 15 novembre 2021, épuisé par ces centaines d'heures et ces semaines passées à chasser ce qui m'apparaissait de plus en plus être comme des chimères, j'annonçais à ma femme que j'arrêtais définitivement mes vidéos YouTube. Et je me couchais ce soir-là plutôt fier de ma décision et surtout l'esprit enfin libéré. Mais le symbolon n'avait pas dit son dernier mot. Cette nuit-là, je fis en effet un rêve assez angoissant, dans lequel il me fallait descendre le long d'une échelle de fer, dans une sorte de puits très profond et très étroit au milieu de nulle part, malgré ma grande taille et ma claustrophobie, car il en allait non seulement de ma propre survie,
mais aussi de celle de l'humanité. Le lendemain matin, encore un peu sonné par ce rêve déstabilisant, je reprends ma casquette de conseiller financier et me remets à travailler sur un dossier de financement de navire. Et tout d'un coup, je me rappelle la confusion qui avait été la mienne une dizaine d'années auparavant, alors que je découvrais l'expression en anglais charter party, en français chart party, utilisée pour désigner les contrats d'affrètement de navires. Je me souviens en effet qu'il m'avait fallu à l'époque plusieurs jours pour comprendre, au risque même de faire des bourdes auprès du client, que le terme charter party ne désignait pas l'affréteur, contrepartie de l'armateur, mais plutôt le contrat d'affrètement lui-même. Et cette ancienne confusion entre la partie et le contrat, dans l'expression charter party en droit maritime, me fait alors brusquement prendre conscience que le mot partie en anglais peut à la fois signifier une partie à un contrat ou un parti politique, mais aussi un groupe ou même une fête. Confusion qu'on retrouve d'ailleurs aussi en français. Pensez par exemple à une partie de chasse ou à une partie de jeu d'échecs. Illuminé par cette intuition, mes bonnes résolutions prises la veille d'arrêter mes recherches s'évanouissent d'un coup. Et je me replonge de plus belle dans l'étude des rituels d'alliance dans la Bible, en me repenchant plus particulièrement sur le passage dit de l'alliance des morceaux, Berit ben Habetarim en hébreu. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce passage du livre de la Genèse, chapitre 15, dans lequel Dieu assure à Abraham, le père du monothéisme, alors angoissé par son absence d'héritier, que sa descendance sera nombreuse et qu'elle héritera, après une longue période d'esclavage, de la terre comprise entre le Nil et l'Euphrate. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est que pour sceller cette alliance, Dieu dit à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle et une colombe, et de couper en deux les gros animaux, pas les oiseaux, et de disposer de part et d'autre chaque partie, bétar en hébreu. Et j'étais déjà tombé dans le cours de mes recherches sur une contribution rapprochant le mot bérite, alliance, de celui de bétare, partie. Ces deux mots étant constitués des mêmes consonnes, les deux dernières, les sons ta et ra, étant simplement intervertis. Mais à l'époque, je n'y avais pas prêté plus attention que ça, trouvant cette idée bien trop saugrenue et éloignée des canons de l'orthodoxie linguistique. Mais le souvenir soudain de la confusion qui avait été la mienne face à l'expression charter party éclairait sous un nouveau jour ce rapprochement entre Berit, alliance, et Bétar, parti. Et ce, d'autant plus que les deux expressions charter party et karet Berit m'apparaissaient aussi tout à coup étonnamment proches, tant d'un point de vue phonologique que sémantique, avec partie et Berit d'une part, et karet et charte d'autre part, le mot charte provenant de carasso en latin, qui signifie graver, couper. Bref, comme vous pouvez le constater, j'avais perdu tous mes repères linguistiques et historiques. Non seulement je commettais le sacrilège linguistique de rapprocher une expression indo-européenne, charter party, avec une expression sémitique, karet berit, mais surtout, je faisais fi des millénaires qui séparaient ces deux expressions, avec un rituel d'alliance datant du néolithique d'une part, et un terme juridique datant du Moyen-Âge, a priori, d'autre part. Et pourtant, c'est bien cette grande confusion, ce mardi 16 novembre 2021, qui fut à l'origine de cette épiphanie dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, qui me permit de résoudre l'énigme du symbolone. Bien plus, je réalisais dans le même éclair de lucidité à quel point la thématique des parties et du partage est omniprésente dans le contrat. Inutile en effet d'être un grand juriste pour savoir que tous les contrats commencent par la présentation des parties, que le contrat est la loi des parties auxquelles participent les parties prenantes. Les parties? Mais les parties de quoi? Nous sommes tellement habitués à ces mots que nous ne prêtons même plus attention à cette incongruité. Excité par cette prise de conscience, je réalise alors très rapidement que tant dans les langues sémitiques que dans les langues indo-européennes, des dizaines de verbes exprimant le sens de couper ont aussi un sens abstrait en droit.
Et cette abondance lexicale révèle le rôle fondamental de l'action de couper pour la contractualisation et la coopération. Pour vous en donner un exemple marquant, le mot anglais « deal », qui signifie une affaire commerciale, vient du mot « Teil » qu'on retrouve en allemand, qui signifie « partie ». On retrouve là encore cette même confusion entre la partie et le tout, qui porte d'ailleurs un nom en latin, pars pro toto. Et quel verbe utilise-t-on avec ce mot « deal » pour exprimer la conclusion d'un marché? Je vous le donne dans le mille, to cut a deal, littéralement en français, couper une partie. Pour expliquer cette omniprésence du concept de partie, on met souvent en avant que les co-contractants se partagent les risques et les bénéfices du contrat en écho au butin que se partageaient les participants à une même entreprise risquée, de la même manière que le capitaine d'un navire partagera les bénéfices d'une future exploration avec l'armateur du navire qui a investi son capital pour construire le navire. Mais pour les anthropologues qui ont étudié un très grand nombre de sociétés humaines depuis plus d'un siècle, cette symbolique du partage est bien connue. Elle fait écho à ce qu'on appelle la commensalité, ces repas pris en commun. Que ce soit dans le cadre de ces grands banquets, ces symposiums en grec, michté en hébreu, durant lequel on buvait ou on mangeait ensemble, ou dans le cadre de repas sacrificiels, comme l'avance Robert Jacob, l'anthropologue du droit, dans son ouvrage de référence « La parole impérieuse ». Ça y est, vous commencez à comprendre ce que je fais avec cette galette de pain azime et cette os de mouton? Pourquoi j'ai choisi pour introduire cette vidéo une citation des évangiles faisant référence au mystère de l'Eucharistie? Comment ça, non? Ah, il faut tout vous expliquer, mon sang! Bon, vous connaissez, j'imagine, le mystère de l'Eucharistie, central dans le christianisme, dans lequel le pain, qui est rompu, symbolise le corps du Christ. Eh bien, si ce mystère a une puissance symbolique tellement forte, ce n'est pas seulement parce qu'il provient du rituel de la Pâque juive, durant lequel la matzah, le pain azime, doit aussi être rompu, mais parce que la symbolique du partage résonne au sein de chacun d'entre nous, quelles que soient nos origines et nos convictions religieuses. Mais pour comprendre pourquoi, il me faut d'abord vous expliquer pourquoi ce n'est pas du partage du pain dont il s'agit, mais bien du partage de la chair. Ce que le mystère de l'Eucharistie incarne de façon très explicite, avec ces mots très forts que le Christ prononce en parlant du pain, « Ceci est mon corps ». Car en fait, et j'y reviendrai là aussi dans mes autres vidéos, pain et viande sont équivalents tant dans les langues indo-européennes que sémitiques, et ont en commun d'être tranchés ou rompus. En hébreu, le pain se dit lechem, mais en arabe, lachm veut dire la viande. Et même dans l'Exode, au chapitre 18, verset 12, le mot lechem signifie de façon assez claire la viande du sacrifice et non le pain. Ensuite, dans les langues indo-européennes, le mot chair en français, ainsi que le mot share en anglais, qui signifie une part ou une action d'une entreprise, proviennent tous deux de la même racine proto-indo-européenne, sker, qui signifie couper. Dit autrement, la chair, c'est ce qui se coupe. De cette même racine, sker, dérivent de nombreux autres concepts juridiques fondamentaux, en particulier en grec krino, qui signifie séparer, trier, choisir, juger, et d'où provient le mot kris par exemple, ou le verbe keiro, qui signifie couper, massacrer, détruire. Ou en latin, le verbe cerno, qui là aussi signifie séparer, distinguer, trancher, combattre ou partager un héritage. Tiens, en passant, étonnant que cette racine indo-européenne sker ressemble à la racine sémitique karet, tant d'un point de vue phonologique que sémantique. Mais bon, passons. Derrière cette sémantique de la chair et cette racine proto-indo-européenne sker, c'est en fait au dépeçage d'un animal qu'on assiste, plus précisément à la séparation de la viande, de la peau et des os. Ce qui explique cette dérivation vers le sens de séparation, décision, tri ou jugement. Et voilà pourquoi, quand le contrat parle de partie ou de partage, ce n'est pas de bénéfice, ni même de butin, ou encore même d'un repas qu'il s'agit, mais bien de la carcasse d'un animal abattu. Alors j'imagine que votre première réaction en me voyant citer la Genèse, l'Exode, l'Évangile de Luc, est de vous dire « Mais il nous tape un délire mystique ou quoi ?» Mais cher monsieur, chère madame, ça n'est pas moi le mystique, mais plutôt vous, ou en fait, nous tous. Et la question que vous devriez vous poser, c'est plutôt
d'où nous vient tout ce mysticisme? Et la réponse, c'est que si la symbolique du partage est tellement puissante dans toutes les civilisations et toutes les cultures, c'est qu'elle est à la base de la coopération humaine, non pas depuis le néolithique, ni même d'ailleurs depuis la révolution paléolithique, mais bien depuis les origines des hominidés, il y a 2 millions d'années. Beaucoup plus anciennes donc que le mot symbole dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Une symbolique datant d'il y a 2 millions d'années, vous êtes sérieux? Bon, je comprends votre étonnement, je comprends. Et pour vous convaincre, comme d'habitude, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Bon, vous vous rappelez ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo dans laquelle je vous présentais l'ouvrage de Kim Sterling, The Pleistocene Social Contract. Les rituels sous-jacents aux pratiques de coopération sont d'une extrême stabilité dans le temps. Or, pour schématiser grossièrement, il y a 5 grandes étapes dans l'histoire de notre espèce. Nous sommes à l'époque moderne depuis environ 2000 ans et dans l'ère néolithique depuis environ 20 000 ans. Mais notre espèce Homo sapiens apparaît en Afrique il y a environ 200 000 ans, alors que les premiers hominidés émergent aussi en Afrique il y a environ 2 millions d'années. J'ai volontairement grossièrement arrondi les dates pour que vous puissiez vous représenter la profondeur du temps. C'est difficile, mais pas complètement impossible. Essayez d'imaginer comment vous passez de 20 ans à 200 ans, puis 2000 ans, puis 20 000 ans, puis 200 000 ans, puis 2 millions d'années. Et la première grande étape de l'évolution de notre espèce, c'est la bipédie. Ce moment où nos ancêtres, qui ressemblaient beaucoup à des singes modernes, vont progressivement se redresser pour libérer leurs mains pour des tâches nécessitant précision ou force, comme par exemple jeter des projectiles. Ce changement de posture va leur permettre de se déplacer plus loin pour rechercher de la nourriture, de l'eau ou un abri, ce qui nécessitera aussi plus de mémoire et de capacité de navigation. Mais les mains sont surtout désormais disponibles pour rapporter de la nourriture au campement qui ne doit plus désormais être consommée sur place. La nourriture peut alors être partagée avec les membres du groupe n'ayant pas participé à l'expédition, comme par exemple les mères allaitant leurs petits, qui sont désormais moins mobiles car ne pouvant plus les porter sur leur dos, ou les membres plus âgés ou malades. Avec la bipédie, la coopération humaine passe à un tout autre niveau, en particulier entre les mâles et les femelles, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Les hominidés brisent la structure sociale des grands singes qui repose sur un mâle dominant, un groupe de femelles qui tentent de repousser les jeunes mâles tentant de prendre sa place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette organisation typique des grands singes, il n'y a aucun intérêt pour un membre du groupe de rapporter de la nourriture au campement qui risque de se faire voler par le mâle dominant. Chacun consomme donc sa nourriture au gré de ses explorations et la coopération est donc extrêmement limitée. Homo erectus, quant à lui, grâce au seul fait de se déplacer sur ses 2 jambes, va progressivement ressembler de plus en plus à un homme moderne, en ayant une enfance qui va durer de plus en plus longtemps, ce qui est clé pour la transmission des innovations, et en vivant de plus en plus vieux. Il va être le premier hominidé à conquérir, à partir de l'Afrique, le continent eurasiatique en à peine 200 000 ans, et à pouvoir chasser des gros animaux. Je reviendrai dans les prochains mois sur cette évolution et toutes ses implications pour la coopération humaine. Mais ce qui me semble important de comprendre à ce stade, c'est que la capacité à coopérer et à partager est une conquête très ancienne de notre espèce, datant d'il y a probablement 2 millions d'années. Tellement ancienne que lorsqu'il y a 100 000 ans, alors que la révolution paléolithique bat son plein, cette symbolique du partage va infuser tous les rituels, toutes les normes, tous les symboles qu'Homo sapiens va élaborer pour
augmenter son potentiel de coopération. Et ce n'est que dans un deuxième temps, au néolithique, que cette symbolique du partage va, encore une fois, infuser toutes les traditions religieuses et toutes les civilisations, jusqu'à ce qu'on la retrouve aujourd'hui au cœur de nos pratiques contractuelles. En fait, et pour boucler la boucle de ma précédente vidéo, si le symbolon des Grecs est un objet qu'on casse, ça n'est pas pour vérifier dans une logique d'authentification que les deux morceaux collent bien l'un à l'autre, mais bien pour incarner cette symbolique du partage d'un objet en deux parties. Alors concrètement, qu'est-ce que cette découverte sur la symbolique du partage implique pour votre entreprise ? Tout d'abord, on entend partout dire que nous serions à l'ère de l'économie du partage, la fameuse sharing economy. Mais j'espère que vous comprenez maintenant que le partage n'est pas à la mode seulement depuis les années 2000, mais bien depuis les années moins de millions. Et nous n'avons pas attendu les startups et les licornes pour manipuler au quotidien les concepts de partage, partie et contrepartie. Et vous comprenez, je crois aussi maintenant, pourquoi je commence désormais mes vidéos par « Salut la compagnie ». Comment ça, non? Mais ma parole, vous le faites exprès. Le mot « compagnie » qui en anglais signifie « entreprise » provient du français « compagnie », co-pain, qui remonte à ce partage du pain et donc de la viande entre Homo erectus. Et oui, le langage nous relie tous par-delà nos origines à une histoire commune vieille de plusieurs centaines de milliers d'années. Et oui, cette symbolique du partage est universelle et il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une compréhension profonde de ces mécanismes, en particulier lorsqu'on s'intéresse à la transformation des organisations, en particulier des plus grandes. Et oui, vous pouvez accélérer cette prise de conscience en partageant dès maintenant cette vidéo. Ensuite, ce que cette nouvelle compréhension de cette symbolique du partage implique, c'est que votre entreprise doit passer d'une vision client-fournisseur à une vision écosystémique de son environnement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite fortement à consulter les multiples vidéos que j'ai produites en 2020 et 2021 sur l'urgence de moderniser et fluidifier le processus de gestion fournisseur, le fameux Procure to Pay, pour faire de votre entreprise une entreprise ouverte. Concrètement, cela implique une architecture radicalement différente de votre système de gestion, dans laquelle vos partenaires ne doivent plus être considérés comme des simples fournisseurs ou prestataires, mais bien comme vos contreparties au même niveau que votre entreprise et avec lesquels vous devez partager des mêmes processus de gestion au sein d'un espace de confiance conçu autour des notions d'équité et d'équilibre contractuel. Ça vous fait sourire ? En 2019, quand je parlais de l'entreprise ouverte à des directeurs financiers, on me rétorquait systématiquement « Comment vous voulez qu'on aide nos fournisseurs ?» Aujourd'hui, cette réaction a totalement disparu de la part de mes interlocuteurs, DAF, direction achat, transformation, car ils comprennent tous désormais l'importance de fluidifier les échanges avec leurs partenaires. Même l'Agence informatique financière de l'État s'y est mise dans le cadre du projet facturation électronique devant voir le jour mi-2024. En intégrant l'ensemble du cycle de facturation de l'émission de la facture à l'encaissement de la facture et en dépassant le strict cadre de la facture elle-même, l'objectif de l'État n'est pas simplement d'améliorer la collecte de la TVA, mais bien de fluidifier les échanges interentreprises. Cela étant dit, je peux comprendre que cette histoire de partage, d'espace de confiance, d'équilibre contractuel vous fasse peur. Et si ça peut vous rassurer, c'est normal, on a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova, afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans l'assimilation de ces nouvelles pratiques de gestion. Alors, je suis sûr que cette vidéo a fait écho à des situations, des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation. Au-delà du plaisir de vous faire partager ce que je considère être une découverte anthropologique majeure, mon principal objectif est d'abord de pouvoir contribuer à la mesure de mes moyens à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Et pour cela, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous afin que nous convenions d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
À très vite.